du sud de l'Ukraine annexée par Moscou. Ce repli, décidé après la contre-offensive des forces ukrainiennes, sonne comme une cinglante défaite pour Moscou dans la région. Mais Kiev préfère rester prudent. L'ennemi ne nous fait pas de cadeaux et ne manifeste pas de gestes de bonne volonté. Nous devons tout gagner. Et quand on se bat, l'ennemi résiste, ce qui entraîne toujours la mort de nos héros. Nous devons donc faire preuve d'une extrême prudence, sans émotion, sans prise de risque inutile. Plus tôt dans la journée, un conseiller de la présidence ukrainienne avait déclaré qu'il ne voyait aucun signe montrant que la Russie quittait Kherson sans combattre et qu'une partie des troupes russes était maintenue dans la ville. Concrètement, le ministère russe de la Défense a ordonné mercredi aux combattants russes de se retirer de la rive occidentale du Dniepr. L'objectif est d'établir une ligne de défense sur la rive orientale de ce fleuve qui représente un obstacle naturel. Le président russe Vladimir Poutine ne s'est pas exprimé sur ce retrait. À l'image de Kiev, le président américain aussi adopte une position prudente. Premièrement, ce retrait est la preuve que la Russie et son armée rencontrent de vrais problèmes. Et deuxièmement, cela donnera du temps à tout le monde pour recalibrer leur position pendant la période hivernale. L'armée ukrainienne avance mais reste sur ses gardes. Elle est convaincue que les forces russes ont très certainement laissé derrière elles des mines et des pièges. Ce repli des soldats russes de Kherson est-il synonyme de cinglante défaite pour Moscou? Ou comme l'évoque Kiev et de nombreux analystes, s'agirait-il d'une tactique du Kremlin pour attirer les forces ukrainiennes dans une difficile bataille urbaine? Plusieurs scénarios sont évoqués. Reste que si retrait il y a bel et bien, les forces russes pourraient avoir du mal à accuser le coup. Ce retrait libérera environ 4000 km² de territoire, mais surtout il signifie que la Russie quitte la rive droite du Dniepr, la moitié occidentale de l'Ukraine. La Russie n'y aura plus aucune présence et quitte également la seule capitale régionale qu'elle occupait depuis le début de l'invasion, il y a près de 9 mois. Cela aura un impact énorme sur la Russie, un impact très négatif, un effet démoralisant. Le défi pour les Russes va donc être de se regrouper et de solidifier leur ligne de retraite ainsi que leur défense, car l'Ukraine va maintenant chercher à traverser le fleuve et à descendre depuis le nord pour pousser plus loin les forces russes. Il est évident que ces dernières vont être en proie à un certain désarroi après ce qui représente une retraite majeure. Il s'agit donc d'une question de coup au moral qui sera également très ressentie à Moscou. Je pense que cela va engendrer de nombreuses questions sur la suite à donner à la conduite de la guerre. Des processus de sélection abusifs dans des camps dits de filtrage qui se sont parfois soldés par des détentions arbitraires, des mauvais traitements, voire de la torture. Extrait de témoignages recueillis par Amnesty International, l'ONG qui dénonce ce jeudi dans un rapport les transferts forcés de civils ukrainiens par la Russie et demande à la Cour pénale internationale de mener une enquête approfondie et rapide sur ces allégations. Ce rapport parle de tragédie familiale. Il s'agit de familles qui se déchirent, d'enfants qui sont séparés de leurs parents, de pères qui doivent quitter leurs proches. Il s'agit de femmes qui perdent leur mari. Ce rapport parle du transfert forcé, de la déportation forcée d'Ukrainiens dans les territoires tenus par les Russes ou même en Russie. Une situation qui, selon nous, selon les recherches menées par Amnesty, équivaut à un crime de guerre ou à un probable crime contre l'humanité. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un petit garçon de 11 ans qui, en quittant un endroit près de Mariupol, s'est retrouvé dans un campement et il a été séparé de sa mère. Elle a simplement changé de pièce et il ne l'a jamais revu. Il a été emmené à Donetsk, dans les territoires tenus par les Russes, et à ce jour, il ne sait pas ce qui est arrivé à sa mère. Nous avons également souligné dans le rapport le fait que la Russie a accéléré le processus d'obtention de la citoyenneté afin que les enfants ukrainiens, puissent être adoptés par des familles russes. Cela aussi, c'est une violation du droit international.
La majorité des Ukrainiens interrogés par l'ONG venaient de Mariupol, ville martyre du sud-est de l'Ukraine, rasée à 90% par les forces russes. 2 jours après les élections américaines de mi-mandat, il n'est toujours pas possible de savoir qui des démocrates ou des républicains auront le contrôle du Congrès. Selon les prédictions actuelles, les républicains semblent toujours favoris pour remporter la majorité à la Chambre des représentants, mais avec une victoire nettement plus courte que ce qu'ils convoitaient. Pour le Sénat, sa composition finale est désormais suspendue à 3 sièges, l'Arizona, le Nevada et la Géorgie. Mais c'est surtout le soulagement qui prime chez les démocrates. Le président Joe Biden s'est déjà félicité d'avoir contré la grande vague rouge promise par les républicains. Notre démocratie a été mise à l'épreuve ces dernières années, mais grâce à son vote, le peuple américain s'est exprimé et a prouvé une fois de plus que la démocratie fait notre identité. L'ancien président Donald Trump comptait beaucoup sur ces élections pour se lancer dans les meilleures conditions dans la course à la présidentielle de 2024. Sur sa plateforme Truth Social, le milliardaire a concédé que les résultats des élections étaient quelque peu décevants, mais qu'il s'agissait tout de même d'une grande victoire pour lui. Déception ou pas, l'ancien locataire de la Maison-Blanche s'apprête à annoncer officiellement sa candidature pour le 15 novembre. Une candidature si tôt viserait surtout à couper l'herbe sous le pied d'éventuels rivaux en vue de 2024. La tension continue de monter entre la France et l'Italie autour de l'Ocean Viking, le navire humanitaire bloqué en Méditerranée avec 234 migrants à bord. Ce jeudi, le bateau est entré dans les eaux territoriales françaises au large de la Corse. Nous sommes à 43 demandes de port sûr aujourd'hui entre les différentes autorités maritimes concernées, la Libye, puis Malte, puis l'Italie et maintenant la France. Donc il y a vraiment besoin aujourd'hui absolument de trouver une solution de toute urgence pour ces personnes qui sont dans une très grande fragilité et dont l'état se détériore ces derniers jours. Les autorités locales corses et de Marseille ont affirmé mardi qu'elles étaient prêtes à accueillir les migrants qui sont dans une situation d'urgence. Mais le gouvernement français, qui n'a toujours pas donné son accord, juge le refus de l'Italie inacceptable et contraire au droit de la mer et à l'esprit de solidarité européenne. Paris a toutefois donné son feu vert ce jeudi matin pour l'évacuation sanitaire de 3 migrants à bord de l'Ocean Viking qui restent toujours bloqués en mer. Peu de métros circulaient ce jeudi matin à Paris en raison d'une grève à l'appel de l'ensemble des syndicats de la RATP. Les grévistes réclament des hausses de salaire et une amélioration des conditions de travail. Depuis quelques années, la RATP souffre d'un sous-effectif chronique à cause de difficultés de recrutement. La journée d'action initiée par la CGT devrait toutefois connaître une mobilisation plus modeste dans les autres secteurs. L'ouragan Nicole a atteint tôt ce jeudi la Floride dans le sud-est des États-Unis avant de s'affaiblir en tempête tropicale. Les vents les plus forts de plus de 100 km/h faisaient redouter des dégâts importants et des inondations. Le trafic aérien était perturbé, des parcs à thème fermés. Avant de frapper la Floride, Nicole avait survolé les Bahamas. Alors que les dirigeants politiques continuent à plancher à la COP27 en Égypte, des réunions se déroulent en parallèle entre professionnels, industriels et spécialistes du climat. Objectif, partager des analyses et des nouveautés technologiques. La société suisse Climworks, par exemple, a développé une technologie permettant de capter et de stocker le CO2 présent dans l'atmosphère. Il est de plus en plus clair que pour atteindre les objectifs de température fixés à Paris, nous devons faire 2 choses. La première est de réduire massivement les émissions à un niveau sans précédent. Mais nous devons également employer des technologies à grande échelle qui peuvent éliminer le CO2 de l'atmosphère. Les discussions sont également l'occasion d'examiner les avantages et les inconvénients des solutions déjà proposées dans la lutte contre le changement climatique. La plantation d'arbres, par exemple, est essentielle, mais selon les experts, elle doit s'inscrire dans une dynamique globale. Planter des arbres peut bien sûr être une solution du point de vue du marché et aussi de l'écosystème.
Mais cette solution s'inscrit dans un ensemble d'autres solutions telles que la conservation des forêts et aussi des écosystèmes. Et comment arriver à préserver ces derniers dans le temps. Nous devons aussi restaurer les paysages forestiers et renforcer l'efficacité des forêts dégradées, non seulement d'un point de vue productif, mais aussi d'un point de vue écosystémique et écologique, et enfin d'un point de vue social. Ces réunions n'ont pas vocation à influencer directement les négociations entre les gouvernements et les organismes mondiaux, mais elles contribuent à enrichir le débat sur le climat et les échanges sur la question entre politique, société civile et industrie.